Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Benjamin, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, très bien, très chaud, très chaud. Ça fait 1 mois et demi qu'on est en température max, mais c'est le réchauffement climatique, on s'y fait, hein, petit à Ouais, petit. ouais, ça va. À Rennes, il y a des hauts et des bas, ça dépend. Oui, c'est vrai que moi, ah bah tiens, j'étais à Rennes en plus le week-end là, passé. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien, Ouais, c'était ça me bien. fait plaisir. À peine arrivé à la gare de Rennes, il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai dit bon bah voilà, la Oh, c'est quoi ce, Bretagne comme c'est quoi ce d'habitude. cliché? C'est pas vrai en plus, c'est un fou cliché. Non mais faux cliché, oui et non. J'y vais souvent parce que j'ai de la famille qui est là-bas. Mais vraiment, là, ce coup-ci, on rentre dans la gare de Rennes, je sors du train, il pleut. Alors que j'ai quitté Paris, il était, enfin, il y avait un super soleil et c'était tôt le matin, tu vois. Ouais, à Paris, ils ont eu les nuages après, un peu C'est plus tard ça. dans la Les journée. nuages sont arrivés un petit peu plus tard. C'est ça. Ok, alors bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ce qui ressort de ta description LinkedIn, c'est vraiment, enfin, moi j'ai eu l'impression la notion de plaisir. Donc, tu t'es décrit comme étant un test coach qui prend plaisir à construire des stratégies de test intelligentes pour des projets digitaux et tu prends également plaisir à aider différentes équipes à améliorer leurs compétences, prendre confiance en elles et tout ça dans la bonne humeur. Donc, je vais te dire, ce côté bonne humeur, c'est la première impression de toi que j'ai eue, qu'on a échangé la fois précédente. Et ça m'a poussé, bah écoute, dans ce truc que je m'étais dit, on va faire un enregistrement de podcast ensemble. Donc voilà, pour ta présentation. Merci. Mais c'est vrai que j'essaie toujours ouais, de prendre les choses avec philosophie et dans le partage. Puis idéalement que le sourire. Après, on n'y arrive peut-être pas tout le temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais j'essaye, ouais. On essaie. En Bon, en tout effet. cas, écoute, ça ressort. Et encore, on ne se connaît pas parce qu'on ne s'est jamais vu en vrai. Non, tout à fait. Bon. Alors, petite question rituelle pour que les auditeurs qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître un petit peu plus. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton Hmm. parcours et puis ce qui t'a amené au test? Ouais, eh ben, je suis Benjamin Butel. Ça fait quelques années que je suis dans le test logiciel maintenant, puisque je crois qu'en sortie de mes études, j'ai commencé directement par ça. Ça devait être en 2007, si je dis Mhm. pas de bêtises. Et je commençais en fait par faire du test plutôt d'intégration sur de la téléphonie voix sur IP. Donc c'était un peu rigolo parce que alors, intégration avec la partie justement téléphonie. Donc on recevait un cœur de système et c'était rigolo parce qu'on s'amusait en fait à programmer des petits robots qui faisaient sonner des vrais téléphones dans le bureau. Donc sans que personne soit derrière et faisaient communiquer des vrais téléphones dans le bureau. Donc c'était rigolo. Donc ça a été vraiment mes premières armes dans le test à l'époque et ça m'a permis de faire à la fois de découvrir cette partie test logiciel avec le côté processus, mais aussi l'automatisation parce que on se doute bien que pour manipuler des téléphones comme ça à distance, fallait programmer des robots Mhm. qui le faisaient pour nous. Parce que bon, si on devait faire nous les tests manuellement, des fois qu'il fallait simuler une conférence à 10 personnes, c'est pas facile. Du Ok. coup, on était que 4 testeurs, je crois même au début. Bon, 4 pour arriver à 10, ça marche pas. Donc ça a Effectivement. été mes toutes premières armes du coup dans le test logiciel. Puis ensuite, j'ai enchaîné dans une société de service, Teria, qui m'a permis d'aller chez un client SFR pour Mhm. continuer à faire de la téléphonie, mais cette fois-ci plus sur voix sur IP, mais plutôt sur les têtes de réseau. Toute la partie, alors, pour les vieux, toute la partie WAP de SFR. Non, mais le WAP de SFR, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font mais c'est quoi le WAP? Bah oui, Non. c'est l'ancêtre d'Internet sur le téléphone. Ah bah, tu sais. Voilà. Non, mais on comprend quand même. Si tu dis web, je pense que même les Gen Z comprennent, pardon. Je sais pas, mais je sais Mais que à si, l'époque, par quand WAP, même. et les gens ne savent pas ce que c'est. Donc voilà, donc j'ai poursuivi pendant plusieurs années
effectivement en téléphonie, et j'ai eu la chance chez Steria de faire vraiment différentes missions, puisque j'ai pu toucher à du médical, en passant par Biomérieux, j'ai pu toucher à de l'énergie chez Enedis, j'ai pu ensuite faire un tout petit peu de défense, et là je m'étendrai pas trop, parce que j'ai pas trop le droit d'en parler, mais un petit peu de défense également avec le ministère des Armées. Et tout ça permet vraiment de voir une richesse applicative, une richesse métier finalement, qui permet de se rendre compte que le test logiciel dépend vraiment du contexte, parce que dans chacun de ces contextes-là, les problématiques étaient différentes, les risques de qualité étaient différents. Mmh. Euh, on se doute bien qu'on n'a pas la même problématique entre, avec mon web, j'ai pas pu aller sur tel service de foot pour acheter les pronostics. Ça n'a pas le même impact qu'une décision militaire qui doit être prise dans la seconde par rapport à un statut d'un théâtre, par exemple. Mmh mh. Bon, on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes causes-conséquences, et donc la qualité logicielle qui est derrière n'est pas la même. Donc ça m'a permis, moi, de vraiment prendre beaucoup de recul, vraiment sur tout ce côté processus, ce pragmatisme. Et c'est ce qui m'a attiré justement après pour aller chez Klaxoon, pour être plutôt dans la partie SaaS web, c'était de mettre beaucoup plus à profit cette logique de pragmatisme dans un monde Mmh. qui a quand même un peu évolué, puisque chez Klaxoon, on est beaucoup plus dans du DevOps. OK. Donc voilà. Donc ça m'a permis vraiment, moi, de gagner en maturité sur toute cette vision de DevOps, et comment on transforme finalement cette vision parfois très processée en un pragmatisme peut-être beaucoup plus assumé pour pouvoir délivrer plusieurs fois par jour. Alors ça nécessite forcément de prendre du recul sur les risques que l'on prend, et qu'est-ce qu'on décide de prendre comme raccourci, le risque associé à ce raccourci pour aller plus vite, ou au contraire, à l'inverse, des fois on dit non, non, ce risque-là, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas mettre en production aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Et du coup, on prend le temps de faire les choses et d'apporter un petit peu plus d'action qualité. Donc ça, c'est ce que j'ai appris chez Klaxoon. Et OK. bientôt, je vais rejoindre ILEC, un fournisseur d'énergie verte, en septembre. Où donc là, je change encore de domaine métier. Je retrouve un peu le côté énergie, mais en production verte cette fois-ci, énergie verte. Donc à partir de septembre, avec une petite équipe à manager. Ah bah, Donc ça, voilà c'est pour mon super. parcours. Donc voilà. Effectivement, parcours très, très complet. Je vais revenir, très rapidement du coup, donc tu m'as dit que tu étais chez Klaxoon, donc jusqu'à septembre. Tu connaissais un petit peu le DevOps avant ou enfin tu avais déjà travaillé en mode DevOps ou, ça a été une découverte quand tu es arrivé chez Klaxoon? Alors je connaissais par la théorie, mais non, Ouais. je n'avais pas eu l'occasion de m'essayer dans mes missions précédentes. C'était plutôt chasse gardée, entre guillemets, chasse gardée. C'était plutôt adressé à des équipes dont c'était le périmètre et le métier, la partie Ops. En Mmh. VSN, j'étais beaucoup en forfaitisation, donc finalement les équipes étaient assez séparées, le test est assez segmenté. Oui. Chez Klaxoon, c'est tout l'inverse, on fonctionne en future team. Donc finalement, l'ensemble des compétences est au sein de la future team, dont la partie Ops. Et là, ça m'a vraiment permis, moi, de rentrer dans ces problématiques Ops, notamment par le biais de deux aspects, l'automatisation des tests et toute la mise en CI et la cohérence de la CI, toutes problématiques confondues finalement, parce que les ops, c'est pas juste des tests auto qui tournent, c'est pas juste je build une application, c'est pas juste je déploie, c'est toute une chaîne en fait qui doit être opérationnelle, euh, donc du build jusqu'au releasing de production en fait, et donc les tests auto s'intercalent dans cette chaîne-là. Donc moi, j'ai énormément appris sur cette partie intégration de cette chaîne CI dans ce monde des ops, et j'ai énormément travaillé avec eux et énormément appris avec eux euh, chez Klaxon, quoi. Ça, c'est clair. D'accord. OK. Je te pose la question parce que pour le coup, DevOps, pareil, un peu comme toi, je connais la théorie, je connais pas la pratique, clairement. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Diran, qui est passé. Alors, je crois que l'épisode est sorti il y a 2 semaines ou trois, où il est vraiment sur le DevOps. Donc, il est ingénieur DevOps et cloud. Et enfin, après avoir échangé avec lui, c'était beaucoup plus clair. Et j'ai beaucoup plus vu comment c'était possible d'appliquer une méthodologie DevOps au test, quoi. Et bon, après, je l'ai pas encore mis en pratique, forcément. Ah, c'est une question de contexte. La mise en pratique est vraiment une question de contexte. Ouais. Tout dépend comment est structurée l'équipe, comment est structuré le releasing en fait, et comment on peut s'intercaler dans cette chaîne de releasing. Voilà. Et les outils qui vont être manipulés derrière va vraiment aussi dépendre de la stack technique Mhm.
que l'équipe Ops, ou tout les gens qui sont en responsabilité du maintien de cette chaîne, ont décidé de prendre. Donc on va se retrouver forcément avec du Docker quasiment très souvent. Mais après, est-ce qu'on va être sur de l'Azure? Est-ce qu'on va être sur de l'Amazon, de la AWS? Est-ce qu'on va être sur du Kubernetes? Est-ce qu'on va être sur... Ça va vraiment dépendre de la stack qui va être privilégiée par les personnes dont c'est la compétence première, quoi, clairement. Et nous, en tant que testeur, on va plutôt s'interfacer avec ce qui est existant, plus qu'arriver avec je veux tel stack, je veux tel stack, je veux tel stack. Ouais. C'est pas impossible, hein, mais en général, on laisse faire quand même C'est les pas toi pros. qui décide, quoi. Je laisse faire les pros et moi, j'essaie de prendre du recul sur quelle valeur moi je peux en tirer de tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que je peux pas apporter une critique, mais ma critique a l'intérêt d'être argumentée parce que ça reste quand même leur métier, ils ont beaucoup plus l'habitude que moi de manipuler ce genre de choses. Donc en général, c'est plutôt eux qui m'accompagnent dans une montée en compétence sur le sujet, même si maintenant, avec l'habitude, je commence à avoir pas mal de connaissances aussi. Mais au début, on se laisse un peu guider et puis on apprend, clairement. Ouais. D'accord. Écoute, très clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que tu as écouté un petit peu le podcast avant de Alors, j'ai venir? écouté, lequel j'ai écouté récemment? Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je me demande si c'est pas celui de Marc que j'ai dû écouter. Alors, je t'avouerai que je lis tellement de choses et j'écoute tellement de choses que je retiens pas tout. Je vais être franc, j'ai une mémoire très sélective. Oh non, mais il n'y a pas de souci. Après, tu sais, la majorité des personnes qui viennent au podcast n'ont pas forcément écouté. Je pense que au moins la moitié des invités ne connaissaient pas le podcast Alors moi, je ne avant connaissais pas que je avant que les tu viennes me contacte. voir. Voilà, Voilà. avant que tu viennes me voir, je te l'avais dit, hein. Avant que tu viennes me voir, je ne connaissais pas le podcast, en toute franchise. Par contre, vu que tu me l'as mis en visibilité, j'ai été voir et je crois que j'ai dû en écouter. J'ai au moins écouté celui de Marc. Et il me semble en avoir écouté un deuxième, mais je ne sais plus c'est lequel. Peut-être celui de Julien? Non, j'ai Non. pas celui de Julien. Non, il faudrait que je revoie les titres en fait des podcasts. Je m'en sortirai mieux avec les titres. D'accord. Ok. Suite à ton parcours, toi, tu as intégré le Ministry of Testing. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le Ministry of Testing et comment tu as été amené à l'intégrer et pourquoi tu l'as intégré? Ouais. Eh ben, c'est marrant parce que maintenant je suis sorti aussi, donc je vais pouvoir te C'est faire vrai? tout le truc complet. En fait, le Ministry of Testing, moi je suis tombé dedans il y a maintenant vraiment plusieurs années parce que c'était, je crois, de l'époque de Steria. Et j'avais découvert effectivement ce site web au départ. Ce site web qui proposait du contenu un peu gratuit, beaucoup payant, mais qui proposait aussi en fait de créer des communautés locales pour essayer d'apporter du partage au niveau local. Euh, donc ça, je l'ai découvert. Je savais qu'il y avait Ministry of Testing Paris qui existait. Je savais qu'il y avait Ministry of Testing Lyon qui existait, puisqu'il était porté par Stéphane Colzon à l'époque. Euh, et, euh, et ces points-là m'ont fait réfléchir. Et je t'aimerais que le déclic de me lancer vraiment plus profondément dans le Ministry of Testing, c'était la toute première Paris Test Conf. Alors, c'est pas pour faire de la pub, parce que je suis co-organisateur de la 5e édition, mais la toute première Paris Test Conf, j'ai beaucoup échangé avec Stéphane, justement, de Ministry of Testing Lyon. J'avais également changé avec un de mes futurs camarades de la Paris Test Conf des années suivantes, Thomas, qui lui avait la même idée pour monter le Ministry of Testing Lille. Et en Ok. fait, c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans le Ministry of Testing Rennes, en fait. Donc en 2018. 2000 oui, 2018, donc fin 2018. Et du coup, donc voilà, donc j'ai mis à peu près, bon, je pense presque un an en fait à poser à poser les bases et tout. Puis le Covid est passé par là. Ah, Puisque fin 2019, on y arrive. Donc en gros, 2020, je suis prêt à lancer le truc. Parce que en fait, du coup, avec Mystery Testing, tu as des échanges avec on va dire, la base qui est à Londres. Et ils te donnent après la possibilité donc d'avoir des logos, d'avoir, donc à l'époque c'était avec l'outil Meetup pour fédérer en fait toute une population.
Et entre le moment où moi j'ai déclenché le truc et le moment où c'était, on va dire, prêt à être consommé, ouais, c'est passé un peu de temps. Et puis bah, le Covid est passé par là, donc les réunions bah, en physique sont tombées un peu à l'eau, hein, comme tout le monde le sait. Et donc du coup on s'est réinventé avec mes autres camarades justement des autres Ministry of Testing, Ok. Lyon, Paris et Lille, parce que Thomas avait entre-temps lui monté Lille, il a été plus rapide que moi de son côté. Et du coup, on s'est réinventé en se réunissant. Alors, on a appris par la même occasion qu'il y avait Nantes, qui avait un tout petit pôle aussi. Et donc, on a proposé non plus des meet-up bah, en présentiel local, puisque ça devenait interdit de se réunir. Forcément. Et on a fait un Ministry of Testing France pour proposer du contenu online. Du coup, et là, ça a bien marché en fait. Vraiment, la première année, ça a bien marché, parce qu'il y avait à la fois des gens qui avaient envie de partager du contenu, le fait que les gens puissent plus se voir à des meet-up, bah, ils avaient envie à minima de se retrouver à travers ce genre d'espace. Et on en a fait quelques-uns comme ça. Il faudra aller voir sur la chaîne YouTube du Ministry of Testing France, mais on en a fait quelques-uns du coup. Et donc c'était vraiment intéressant parce qu'on était vraiment dans du partage. Du partage, de comment les gens percevaient un sujet, questions-réponses. Donc c'était vraiment sympa. Euh, Puis le présentiel est devenu de nouveau possible. Et là, j'ai galéré. J'ai galéré à trouver des gens pour être disponibles en présentiel. J'ai galéré pour trouver des personnes qui voulaient bien héberger Mhm. au niveau local. Et comme j'étais de plus en plus ancré dans la parité conf pour l'organisation, à un moment donné, je me suis dit, fais un choix. Où est-ce que tu veux mettre l'effort, en fait? Est-ce que tu veux mettre l'effort à cramer du temps, à aller chercher à droite à gauche des choses et ça tombe pas, ou est-ce que tu préfères te concentrer sur l'organisation de la Paritas Conf et finalement mettre ton énergie à ce service-là? Du coup, j'ai choisi la Paritas Conf pour bah, voilà, avoir quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique. Et je dis pas qu'un jour il y aura pas de nouveau des choses au niveau local avec le Ministry of Testing, mais voilà. Et l'autre raison aussi qui a poussé ce choix-là, c'est que au niveau de la base, ils ont fait des choix radicaux également, Ok. puisqu'ils ont détruit toutes les communautés qui n'étaient pas capables d'organiser en fait au moins 3 événements par an. Donc ils ont pas détruit ça immédiatement, ils l'ont mis en place, mais en fait pour eux ça avait un coût quand même assez élevé de maintenir en fait l'outil Meetup. Mhm. Donc ils ont tout rapatrié sur un outil qu'ils ont fabriqué de toutes pièces et pour garder bah, dans ce transfert-là, ils voulaient garder que ceux qui avaient une dynamique vraiment réelle. Et comme moi, j'arrivais pas forcément à trouver justement de gens pour créer cette dynamique, bah, voilà, j'ai fait ce choix-là. Il me semble que Stéphane a eu à peu près la même réflexion du côté de Lyon. Je crois qu'aux dernières nouvelles, Lyon s'est arrêté aussi. Il doit Ok. subsister Paris encore et Lille, parce que je sais qu'à Lille, entre-temps, il y a Edma Ayadi qui arrive à Lille, qui est assez connu dans la communauté, et Mhm. Mhm. qui aide Thomas aussi, aide Thomas sur Lille, donc il me semble qu'il doit rester Paris-Lille, et je crois que Nantes aussi a un peu laissé tomber de son côté. Disons que la structure a un peu changé du côté de la base Mystery Testing, qui fait que, bah, voilà, on a préféré finalement avoir plus de liberté, reprendre notre liberté et recréer finalement des meet-up locaux quand il y aura des structures plus appropriées pour le faire. Donc voilà, D'accord. mais c'était une très bonne expérience parce que ça a permis justement de faire toute cette partie Covid finalement en mode online. Mhm. Et donc ça, c'était vraiment intéressant parce que ça a énormément rapproché par contre les communautés géographiquement distantes, chose qu'on n'aurait peut-être pas fait finalement s'il n'y avait pas eu ça. Donc, euh, donc ça, c'était intéressant. Voilà. Ok. Bah, alors, tu m'as répondu sur comment tu as intégré le Ministry of Testing, mais c'était quoi l'objectif de ce Ah, truc-là, de cette organisation? Parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais entendu parler de ça, et puis qui disent mais de quoi ils parlent, le Ministry of Testing, qu'est-ce que c'est? je dirais que... Alors, j'ai pas tout l'historique du Ministry of Testing, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, c'est une volonté à la base de certaines personnes de vouloir partager justement les bonnes pratiques autour du test logiciel. Donc ils ont commencé à fédérer un peu de ce côté-là. Puis forcément, ça a plus ou moins pris. Donc ils ont commencé à proposer du contenu justement sur le site web, puis à mettre à disposition différentes communautés locales et à porter des communautés locales
pour rayonner. Donc là, aujourd'hui, si on va sur le site, il y a énormément de communautés locales à travers le monde. Donc il y en a en Argentine, il y en a en Amérique, il y en a en Angleterre, en Australie, en Allemagne, en France, vraiment partout dans le monde. Puis ils ont continué en proposant aussi des conférences qu'ils appellent les test bash. Donc il y a des test bash locaux, il y a eu des test bash online pendant le Covid. Il y a différentes conférences en fait qui sont organisées et portées par ça. Et aujourd'hui, il y a tout un ensemble de contenus qui sont également disponibles moyennant l'achat d'une licence pro en fait au sein de Ministry of Testing, avec différents webinars disponibles, avec différents cours disponibles, avec différents tutoriels disponibles qui sont faits par des gens de la communauté et pour lesquels on peut payer une licence et aller consommer tout ce contenu, un peu comme un Open Classroom en fait, Mhm. finalement. Mais là, eux, c'est vraiment leur focus, c'est vraiment testing pur et dur, quoi. Donc, euh, donc voilà, un peu ce qu'est Ministry of Testing, et tout le contenu est en anglais. Ah bah oui, Alors, pour ceux qui se posent la forcément. question, depuis le début, il parle en anglais, il parle anglais. Oui, parce qu'en fait, c'est anglais. Donc, euh, donc voilà. Bon, après, ça commence à devenir un petit peu la norme maintenant. De toute façon, dès qu'on bosse en informatique, on a plutôt le choix, quoi. Ouais, c'est clair. En gros, pour résumer, c'est une organisation, c'est une communauté qui va permettre en fait aux gens de rentrer en contact avec d'autres personnes qui travaillent dans le test, éventuellement, alors, déjà d'élargir son réseau, et puis de continuer à se former, puis de participer à des événements, des conférences, en soi un peu ce qu'on a avec la JFTL ou comment ça s'appelle, l'Eurostar. Voilà, c'est vraiment une grosse communauté de testeurs dans le monde entier. C'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est même une entreprise, hein. Je pense que Ministry of Testing est une entreprise aujourd'hui parce que une partie de ses membres vivent vraiment de tout ce qu'ils vendent à travers les tutoriaux et les licences pro qu'il y a derrière. Ah oui, Ouais. d'accord, Mais à la base, oui, c'était une communauté qui était dans du partage, quoi. tout simplement. Pas de regret d'avoir quitté? Non, 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 non. Non, parce que on donne à la communauté différemment, donc non, non, pas de souci. Bon, en tout cas, je répète, Paris Test Conf, octobre, 10 octobre, ouais, c'est 10 ça. octobre Et le 2023, programme est en ligne, ça y est, depuis la semaine dernière. et le programme est en Donc, ligne. Bon, je mettrai les liens de toute façon dans les notes de l'épisode, mais voilà, c'est encore un autre espace communautaire où il faut y aller pour les personnes qui sont intéressées et passionnées par le test logiciel. Ok. exactement. Bon. Sans transition, je profite d'avoir quelqu'un qui a une expérience comme toi dans le podcast pour lui poser des questions et puis des recommandations pour des personnes qui veulent rester dans le test parce que souvent, en tout cas de ce que j'ai remarqué, on arrive un peu dans le test par hasard, on voit, on découvre, et puis on se dit que c'est la porte d'entrée pour aller vers un autre métier, voilà, PO ou autre. Et puis il y a beaucoup de personnes comme ça qui fuient un petit peu le test. Mais par contre, si on fait le choix de rester dedans parce qu'on se prend de passion pour ça ou pour X, Y, Z raison, quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour améliorer son expertise? D'ailleurs, c'est une question que j'avais posée à Marc, mais toi, ta vision des choses, voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour améliorer son expertise? J'espère que je ne vais pas contredire Marc. Ah bah on verra. Euh, c'est rigolo parce que c'était aussi une table ronde qu'on a faite à la JFTL Ouais. sur le sujet. Euh, pour ceux qui vraiment veulent rester dans le test logiciel, alors déjà, c'est vraiment un état d'esprit. Mhm. Vouloir être PO ou développeur ou autre, ce sont des compétences diverses et variées. Mais testeur, c'est vraiment un état d'esprit vraiment de vouloir mettre dans les mains des utilisateurs de ce qu'on est en train de tester, quelque chose de quali, quelque chose de réfléchi, quelque chose qui répond à des vrais besoins. Et idéalement, si on peut éviter de tuer les gens, c'est mieux. Donc, C'est quand même mieux. non, mais je le dis sous forme de blague, mais c'est vrai que quand on participe à l'identification de quelque chose qui dysfonctionne et qui pourrait entraîner finalement des conséquences dramatiques, et
bah, quelque part, il y a une sorte de responsabilité qui s'impose et aussi une sorte de, bah, un peu de satisfaction quand on anticipe suffisamment en amont ce genre de choses, parce que Mmh. c'est aussi Mmh. notre rôle, hein. Quand on est sur des logiciels critiques, notre rôle, c'est de s'assurer que bah, ça ne va pas nous casser la figure, quoi. C'est Donc il y a clair. vraiment ce côté-là. Donc déjà, pour ceux qui veulent poursuivre, s'ils sont dans cet état d'esprit-là, bah, continuez, parce que vous êtes vraiment dans l'état d'esprit. Et après, en termes de compétences, ça va vraiment dépendre du contexte. Euh, En agilité ou en équipe vraiment très orientée DevOps, Mmh. euh, c'est ce que je connais le plus aujourd'hui. J'ai du mal à percevoir une personne qui n'a aucune compétence ou appétence technique rayonner dedans. Euh, OK. je pense sincèrement que la personne qui n'a pas ces appétences-là risque, à un moment donné, se retrouver un petit peu en train de courir après les autres par méconnaissance, par incompréhension. Euh, donc, euh, Donc ouais, je pense que vraiment dans un contexte comme celui-ci, avoir des appétences et voire même des compétences techniques, on parlait de DevOps tout à l'heure, ça tire des appétences techniques forcément, c'est un plus. Euh, Maintenant, avoir une connaissance métier solide aussi est importante. Alors quand je dis métier, on peut distinguer vraiment deux catégories. Il y a l'aspect être à l'aise avec le fonctionnel, c'est-à-dire la capacité de comprendre comment fonctionne un métier. Ça ne veut pas dire on remplacera vraiment la personne du métier, mais être capable de comprendre les logiciels qu'elle manipule pour faire son métier. Si je prends un exemple, l'exemple du monde du bancaire, savoir manipuler des comptes bancaires, aller rechercher des comptes bancaires, être capable de comprendre un solde, un solde bancaire, et puis donc du coup en tant que testeur de le manipuler et voir si c'est pertinent ou pas pertinent d'afficher telle ou telle information, ça c'est plutôt du fonctionnel. Le métier qui est derrière, ça va être tout l'aspect bancaire et toutes les règles techniques liées au métier. Ça peut être du juridique, ça peut être bah, du pur métier de la banque, de l'économie. Ça peut être un plus, mais il va de soi qu'on ne peut pas connaître tous les métiers pour toutes Bien les sûr. missions qu'on va être amené à adresser. En général, le métier, ce métier-là, poussé au bout, on le découvre par la force des choses au moment où on rentre dedans. Mmh. Donc moi, c'est ce que je trouve super passionnant, c'est justement on découvre ce métier-là quand on rentre dedans, parce qu'on ne le connaît pas forcément au premier abord. Par contre, le fonctionnel qui est sous-jacent, qui vient supporter ce métier-là, lui, on doit être beaucoup plus à même de manipuler. Parce que finalement, on retrouve à peu près toujours les mêmes mécanismes. On va se retrouver face à des formulaires qui, certes, vont avoir un certain contenu en lien avec le métier qui est derrière, mais on va retrouver des formulaires, on va retrouver des parcours utilisateurs, on va retrouver des fonctions de recherche, des fonctions d'ajout, des fonctions de suppression, des fonctions de modification. On va retrouver Mmh. à peu près toujours les mêmes choses quand on y réfléchit. Donc le fonctionnel n'est pas le plus compliqué, mais avoir une solide justement appétence pour le fonctionnel va aider aussi à s'approprier finalement les spécificités d'un site web. Et quand on arrive dans une équipe agile à allier le fonctionnel et le technique, c'est-à-dire qu'au-delà du formulaire, on comprend ce qui part sur le réseau, on comprend comment fonctionne finalement le protocole HTTP avec les payloads qui peuvent partir, les typologies de payloads et tout, on va être beaucoup plus à même finalement de comprendre la chaîne et potentiellement, si on a besoin de faire de l'automatisation, bah, ça va être peut-être plus facile aussi à faire l'automatisation, et ce, quel que soit l'outillage qui nous sera mis dans les mains. Il y a Mmh. des outils no-code, et donc peut-être que le parcours fonctionnel suffira, mais dès lors qu'on est sur des outils qui nécessitent un minimum de code, voire complètement du code, et ben on est quand même beaucoup plus à l'aise quand on sait comment ça fonctionne que si on est un peu sec. Et souvent dans les équipes agiles, bah, on est un peu admis à toucher à tout. Ouais. Maintenant, si on est dans un contexte d'équipe de test plutôt transversale, externe, sur lequel on nous livre le produit, on n'est pas forcément avec les développeurs et la construction avec les développeurs avec le produit. Là, on sera plutôt pour moi sur des appétences très fonctionnelles, voire même très métiers. Et c'est Ouais. pour ça aussi que tu as dit qu'il y a des gens des fois qui quittent le test. Moi, ce que je vois, c'est aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle Oui. et qui s'orientent vers le test parce que eux, ils ont eu finalement une compétence métier autre, qui n'est pas de l'informatique à la base, mais finalement, cette compétence métier haute, ils vont pouvoir la mettre au service justement de la partie test parce qu'ils connaissent vraiment le métier, pas le Tout à fonctionnel, mais fait. le métier. Et ça, c'est je pense, un vrai plus. Selon les contextes, ça peut être un vrai plus d'avoir cette connaissance métier
euh, de par la reconversion, clairement. Donc voilà comment je le vois à peu près. Donc en fait, si je résume, faut être passionné, Oui, se servir de ce qu'on a comme expérience, que ce soit dans un métier qu'on exerçait avant ou qu'on ait acquéri par d'autres choses plus techniques. Mais dans tous les cas, persévérer, puis en fait s'intéresser réellement au fonctionnement des outils sur lesquels on est, comment ils sont, voilà, comprendre en fait, comprendre plus qu'autre chose pour pouvoir ouais, acquérir cette expertise-là. ouais, c'est ça. Je pense que la compétence la plus utile pour un testeur, c'est d'avoir envie d'apprendre. Ouais. Je pense que si on est dans cet état d'esprit-là, si on ne se freine pas par rapport à envie d'apprendre, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en ai bien conscience, mais si on est déjà dans cette envie-là, bah, on va se déverrouiller beaucoup de portes pour la suite, quoi. Mm, Maintenant, mm. il faut s'appuyer aussi sur les gens, hein. On n'est pas tout seul, souvent on a des collègues, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux pour nous aider à progresser, hein, tout simplement. Mm, mm. Bah, ça rejoint ce que disait William, justement, quand il est passé de la partie fonctionnelle à la partie automatisée. Il disait que, bah, oui, on pouvait pas avancer tout seul. Tu es obligé de poser des questions à gauche, à droite, surtout aux devs, parce que, en fait, à un moment donné, tu vas stagner. Donc, tu as besoin de comprendre ce que tu fais, tu as besoin de pouvoir avancer. Et c'est en allant auprès des sachants que tout de suite, ça va avancer de manière exponentielle, quoi. Et que clairement, tu peux pas te faire tout seul. Ah, je suis d'accord avec William, mais d'ailleurs, c'est son podcast que j'avais entendu. Ah, En plus, j'y bah, tu suis vois. remarqué. Mais ouais, non, je suis en phase avec William là-dessus. Il faut aller chercher la bonne connaissance, la bonne appétence par rapport au contexte dans lequel on est sur le moment, en fait. Mm, mm, On peut se projeter hein, sur plein de connaissances diverses et variées en vue d'eux. Dans une vision très agiliste, bah déjà, occupons-nous de ce dont on a besoin là à l'instant T. Le en vue d'eux est peut-être un peu trop tôt. Ça ne mm. veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Donc, bah, des fois, l'effort, peut-être mieux le mettre sur le présent proche, le futur proche. Et puis, le futur lointain, bah, on verra s'il vient, en fait. Typiquement, les compétences UPS, si on n'a pas la chance d'être dans un contexte UPS pour manipuler, on peut aller s'intéresser au sujet, hein. Mm, tout à fait. Mais moi, personnellement, il n'y a qu'en manipulant et en prenant plein de problèmes et de difficultés On se casse un petit peu la gueule bah, qu'on apprend. complètement. Mm. Complètement. Et c'est impossible que sur la base de la pure théorie, ce que je sais faire aujourd'hui, j'aurais jamais pu la Non, faire que mais sur la base de ça, la de théorie. toute façon, tu Impossible. sais, comment ça s'appelle dans les STQB, tu vois, quand tu apprends que tu veux passer l'examen d'ISTQB, sans avoir fait de test au départ, tu sais, c'est un peu du charabia, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est un petit peu du bâche. Non mais Va dire ça à Olivier Denou si ça n'a aucun sens. ça a du sens. Non mais ça a du sens, mais quand tu n'as jamais fait de test avant, enfin, c'est un truc où tu dis mais attends, je comprends pas tout à fait. Et t'as beau voir les cours et revoir, tu vois le truc, tu dis mais attends, il y a des trucs qui sont quand même pas très explicites quoi, parce que t'es pas dans un contexte où tu l'as déjà appliqué. Mais par contre, une fois effectivement que tu as fait du test et que tu reviens sur les principes ISTQB, bah là forcément c'est clair comme de l'eau de roche. Donc oui, enfin tout est question de contexte et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Ouais, voilà. Ok, bah écoute, merci pour cette réponse. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir. Euh, T'as écrit pas mal d'articles pour la taverne du testeur. Et dans l'un d'eux, pendant que je faisais mes recherches, je tombais dessus. Tu parles très rapidement justement des certifications et tu évoques un débat autour de ces certifications. Donc, je te vois sourire, mais ma curiosité a été piquée, forcément. Et c'était quoi concrètement les sujets de ce débat? Alors, je sais plus dans quel article j'en parle. Alors, je l'ai lu il Mais, y a quelques semaines, donc bon, Olivier, si tu écoutes ce podcast, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. faudra lui Non, envoyer le lien de l'épisode. non, blague à part. Non, le débat, il est autour effectivement de la légitimité ou pas, en fait, de ce Mhm. qu'apportent les certifications. Euh,
on peut vraiment s'interroger sur est-ce que grâce à la certification, en fait, donc imaginons je suis jeune testeur, j'ai rien du tout, est-ce que c'est la certification qui va me permettre de devenir meilleur testeur et donc du coup faciliter peut-être d'avoir telle ou telle mission? Ou est-ce qu'on est plutôt sur de la certification qui est un tampon sur le papier et c'est grâce à ce tampon-là que je vais pouvoir avoir la mission, mais finalement ça n'engage en rien sur est-ce que je suis meilleur ou moins bon testeur? Mm. Est-ce que c'est un mélange des deux? Et c'est vrai que dans la communauté anglo-saxonne en particulier, on parlait du ministry of testing tout à l'heure, certaines personnes au ministry of testing, je ne vais pas les citer, mais le boss du ministry of testing actuellement est plutôt anti-STQB. Un des grandes personnes qui prépare les conférences chez eux, Michael Bolton, est anti-STQB. Bien. Moi, j'ai une vision beaucoup plus nuancée là-dessus. Je pense que les certifications peuvent apporter un plus, mais que tout n'est pas bon à prendre dedans. Alors, dit comme ça, vous êtes bien avancé. Euh, pour moi, j'en ai passé plusieurs. J'en ai quelques-unes. Je crois que j'en ai 5 ou 6 à mon actif, certif. Quand Euh, même. les toutes premières m'ont permis vraiment de confirmer, on va dire, une certaine connaissance qui était plutôt des habitudes que je faisais au quotidien et ça a permis de mettre des mots, en fait, du vocabulaire sur certaines pratiques. Ça, c'était au tout début, je te parle de ça il y a maintenant presque 10 ans. Ok. Euh, les certifications niveau avancé, je les ai faites plus pour ma culture personnelle, je les ai faites en autodidacte, et à la fin, je les ai même faites plutôt par challenge avec un autre collègue, il se reconnaîtra, il est au Canada, Ok. plus par challenge pour la course à l'échalote, on va dire, entre nous deux. Et on les a tous les deux, hein, tous les trois, du coup, les trois niveaux avancés. Et dedans, effectivement, il y avait des choses qui étaient très intéressantes en termes de techniques de test qui sont vraiment applicables et dont je me sers aujourd'hui d'une manière presque naturelle parce que j'ai fait ça. Et il y avait d'autres sujets où, de manière beaucoup plus pragmatique, on se dit, ouais, c'est un peu overkill. Mais c'est pour ça. Du coup, ce que je trouve intéressant dedans, c'est d'être capable à la fois de la passer, mais aussi de prendre le recul sur qu'est-ce qui va être pertinent dans mon contexte ou pas. En fait, ne pas Mm. tomber dans le dogme bête et méchant. Et je pense que c'est ça que reproche en partie de manière un peu trop acerbée Michael Bolton et compagnie. C'est ce côté trop dogmatique du sujet et également une partie où il considère que l'ISTQB va vers le tout automatisé. Mhm. Moi, c'est pas la lecture que j'en fais personnellement. C'est pas la lecture que je fais aussi quand j'échange avec Olivier Denou, par exemple, qui est vice-président de l'ISTQB, donc qui rayonne énormément autour de ça. Moi, je pense pas que l'ISTQB cherche à aller vers le tout automatisé. Par contre, il l'exprime peut-être mal. Ce côté justement, qu'est-ce que le test pur à l'état pur versus la robotisation possible du test. Mais c'est une question de vocabulaire. Moi, je pense que quand on est dedans, quand on les passe, je pense que ça porte de la valeur. Ça porte de la valeur sur le CV, quoi qu'il arrive. On peut dire ce que l'on veut. Ça a une valeur sur le CV, particulièrement en France. En France, les entreprises sont très regardantes là-dessus. Euh, Par contre, il faut savoir prendre du recul par rapport à son Mm. contexte. Moi, par exemple, chez Klaxoon, parmi le vocabulaire ISTQB, j'en ai beaucoup parlé avec les développeurs. Euh, j'ai laissé tomber d'essayer de leur faire avaler le vrai vocabulaire ISTQB, Mhm. compliant, parce qu'en fait, ça leur parle pas, tout simplement. À un moment donné, on peut essayer d'échanger, on peut essayer de discuter, on peut essayer de convaincre, mais si ça parle pas, ça parle pas. Ouais. Notamment le terme test fonctionnel. Ils sont tellement habitués à avoir une vision du test fonctionnel, et d'ailleurs les conférences plutôt des développeurs, quand on regarde ce qu'est le test fonctionnel, ils ont tellement cette habitude d'avoir cette terminologie avec ce qu'ils y mettent derrière, qu'à un moment donné, ça sert à rien d'aller vouloir combattre une sémantique qui fonctionne pour eux. On va plutôt essayer de s'adapter à cette sémantique et travailler avec eux en composant avec cette sémantique. Voilà. Moi derrière, je sais ce que ça veut dire. Et je sais que c'est pas le STQB. Et c'est pas grave en fait. C'est ça, cette prise de recul-là, elle n'est pas forcément facile à faire, et notamment pour ceux qui viennent juste de passer une certif ou autre, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas ce recul-là. Mm, mm, mm. Donc, c'est peut-être la petite difficulté qu'il peut y avoir, c'est ce côté dogme versus le pragmatisme qu'on doit y mettre derrière. Mais pour autant, quand il est besoin de prendre des décisions
quand il y a besoin des fois de convaincre, et notamment convaincre face à des personnes qui peuvent être extérieures à l'organisation, des acheteurs, des clients ou autres, c'est extrêmement vertueux de pouvoir se rappuyer sur des normes, en fait, sur quelque Tout chose à qui est fait. normé et dire, écoutez, vous me dites que vous voulez faire comme ceci, moi je vous préconise de ne pas le faire. C'est pas moi, Benjamin Butel, qui vous dit de ne pas le faire parce que ça me fait plaisir. C'est je m'appuie sur tel et tel dogme, en fait, qui est quand même reconnu par une grande partie de la communauté. Et c'est bien par cet argumentaire-là, en fait, que j'essaie de vous faire passer le message qu'il vaut plutôt faire comme ceci plutôt que comme cela. Mm, Voilà. Et donc, c'est vraiment l'enjeu pour moi des certifs, c'est d'arriver à aller piocher ce qui fonctionne bien. Peut-être piocher si des fois qu'il y a des choses qui fonctionnent peut-être un peu moins bien. D'ailleurs, ils ont entrepris un gros travail de refonte de tous les syllabus depuis un certain moment. Alors, je n'ai pas été mhm, voir les dernières versions, donc je suis incapable d'apporter une quelconque critique dessus. Mais je pense que s'il y a eu des refontes, c'est bien parce que ça évolue, c'est bien parce que ça bouge et qu'ils ont trouvé le nécessaire de retravailler tout ça pour peut-être être un peu plus en phase avec notre époque et notamment ce côté DevOps mhm. et le test dans le DevOps. Donc c'est comme ça que je le vois, moi vraiment. Le sujet, et j'en profite pour passer un message aux entreprises. S'il vous plaît, arrêtez d'essayer de recruter des gens avec le niveau expert et STQB. Vous en trouverez aucun, en fait, quasiment. Euh, En France, je crois qu'il doit y en avoir zéro expert, si je dis pas de bêtises, parce que le niveau expert nécessite d'avoir tous les niveaux avancés et Mhm. d'aller choisir une spécialité particulière. Donc, quand vous vous mettez dans une annonce que vous attendez de quelqu'un qui soit certifié expert et STQB, moi, je n'y répondrai pas à l'annonce parce que c'est juste pas possible. C'est très compliqué en fait de l'obtenir et la valeur que le niveau expertise apporte. Pour le coup, je pense que là, on pourra en débattre parce que je pense que l'investissement n'est pas à la hauteur du retour sur investissement. Pour le coup. Et Et là, Olivier, on peut en parler quand tu veux. Moi, j'ai mais mis des niveaux t'en vois avancés. beaucoup passer J'en ai, les annonces avec niveau j'en ai, expert ouais, ISTQB? j'en avais vu quelques-unes passer. Ouais, à une époque, alors c'est pas toutes les annonces que je vois passer, mais j'en avais vu passer, ouais. Et ça m'avait fait sourire de voir qu'on demandait le niveau expert. Je fais, mais les gens ne savent pas ce que c'est, quoi. Vous ne vous Donc, rendez en pas fait, compte. en fait, je pense que c'est des gens qui sont allés sur le site sûrement du CFTL, qui ont vu qu'il y avait Mhm. plusieurs niveaux. Il y a le niveau expert, effectivement. Ils se disent, bon, bah, nous, on veut quelqu'un de senior, donc on met niveau expert. On va Sauf taper dans le qu'ils n'ont plus haut pas, direct. ouais, sauf Ouais. qu'ils n'ont pas compris, en fait, ce qu'il y avait derrière. Le niveau expert, on est plus sur des gens qui vont être en capacité d'être dans une transmission assez forte de l'expertise qui est derrière. Euh, la plupart de nos métiers de testeurs ne nécessitent pas d'avoir ce niveau expert, à mon sens. Le niveau avancé est déjà très loin, je trouve, dans le niveau de connaissance et de compétence qui est requis. Euh, voilà, les niveaux avancés, parce qu'il y en a des nouveaux qui sont courts en plus. Je, voilà, je pense que déjà, avoir cela pour aller chercher vraiment des compétences bien précises, c'est déjà, je pense, à mon avis, très bien. Ouais. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, le niveau expertise se sera démocratisé, mais aujourd'hui, à mon sens, aux dernières nouvelles de ce que j'ai pu voir de l'état de l'art, c'est pas le On plus n'y est pas. consommé. Mais je serais ravi qu'Olivier me contredise. Bah, je vais le faire venir dans le podcast. Et puis, je, je vais voir ce qu'il va répondre. Et puis, à la limite, peut-être même que vous allez discuter tous les deux. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, j'aimerais rebondir enfin, très rapidement sur ce que tu disais à l'instant, sur le fait de ne pas forcer, pas forcer les choses, ne pas forcer un vocabulaire, notamment auprès des devs. Moi, j'ai l'impression que pour le coup, les développeurs ont souvent un vocabulaire différent des testeurs. Après, ça n'empêche pas de travailler ensemble, mais pour aller dans ton sens, en définitive, encore une fois, c'est toujours une question d'adaptation à son contexte. Tu vois, tu peux pas imposer des trucs aux gens de toute façon, comme dans tout, comme dans du management, euh, enfin, voilà, comme dans de l'éducation, quoique tu peux forcer des trucs auprès de tes enfants, mais euh, Ouais, mais tu t'adaptes à ton concept, à ton contexte, tu vois. ouais, en fait, l'expérience m'a amené je pense, à prendre pas mal de recul. J'aurais pas eu le même discours, je pense, il y a 10 ans, pour être tout à fait honnête. D'accord. Euh, Aujourd'hui, finalement, ce qui m'intéresse, moi, en tant que testeur,
c'est de livrer quelque chose de qualité. Oui. D'accord? Donc la notion de qualité est relative, ça veut dire quoi? Selon le contexte, on va y mettre des choses différentes. Mais du coup, si on prend euh, pour un contexte donné, en fait, c'est quoi finalement pour nous l'application de qualité qu'on est censé livrer? C'est quoi l'application de qualité qu'on est censé mettre dans les mains des utilisateurs? Et partant de là, finalement, ça nous impose un nombre de responsabilités pour justement l'atteindre. L'atteindre par de la mesure et par tout un ensemble d'actions. Et les développeurs font partie des règles du jeu. Nous, testeurs, on fait partie du jeu, les développeurs font partie du jeu. Toute personne finalement qui intervient dans, dans ce jeu font partie du jeu. Et toute la difficulté pour nous testeurs, c'est justement, c'est pas être dans trop de dogmatisme, même si on les garde dans un coin de nos têtes, parce qu'on sait qu'un certain nombre de dogmes vont permettre justement de structurer, de processer Bien sûr. pour faciliter finalement à travers ce processus l'atteinte de ces objectifs qualité. Mais on doit composer après avec des humains. Voilà, des humains, des gens qui ont leurs humeurs, qui peuvent être comme toi et moi, des fois fatigués, qui peuvent être comme toi et moi, des fois Exactement. réceptifs, des fois moins réceptifs. Et tout l'enjeu, c'est de travailler avec eux justement pour garder en tête l'objectif premier qui est faire quelque chose de qualité. Et si à un moment donné, dans le processus, il y a une partie qui fonctionne pas, du vocabulaire qui ne fonctionne pas, je ne vois pas pourquoi il faudrait insister en fait sur ce qui ne marche pas et plutôt travailler avec eux sur ok, ça marche pas, par contre moi j'ai quand même besoin de tendre vers telle garantie qualité. Eh ben, aidez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous voyez la chose? Et là, je vais plutôt travailler, moi, le participatif, en fait. Et comme avec un enfant, tu allais citer les enfants, mais en fait, si on y réfléchit, plus on met d'interdictions aux enfants, plus ils ont envie Là, d'utiliser l'interdit. bien Alors sûr. que si on les amène à faire les choses différemment, parce que par eux-mêmes, c'est eux qui ont plus ou moins trouvé la solution pour faire différemment, bah finalement, on n'est même plus dans l'interdit et naturellement, ils vont aller vers ce qu'on aurait voulu ou quelque chose qu'on aurait peut-être même pas pensé à la base, mais qui finalement, si ça marche, bah, pourquoi pas quoi. Et moi, c'est plutôt maintenant avec l'expérience ça que j'essaye de travailler. En fait, j'ai une vision, mais si ma vision ou ma manière de faire ne fonctionne pas, et ben qu'est-ce que les autres peuvent proposer, comment on peut trouver quelque chose d'une solution adaptée, différente, mais qui va permettre par contre d'atteindre les mêmes objectifs qualité, ou tout le moins réduire le risque. Si, après, il y a une question de maturité aussi des gens et des équipes, mais euh, si on voit que la maturité nécessite de faire ça en plusieurs étapes et qu'on ne peut pas immédiatement aller à la cible, et ben comment petit à petit on vient créer finalement de la maturité dans les équipes et accepter que bah, oui, on ne va pas y être immédiatement, Mhm. mais on va y aller par petits bouts et on va réduire le risque par petits bouts et on va d'abord se concentrer sur là où il y a le plus gros risque et puis petit peu par petit peu, bah, on va éliminer tout partie du risque avec le temps. Et des fois, le temps, c'est du temps long. Hein. Des fois, c'est pas, je parle pas d'une semaine ou de 15 jours. Des fois, c'est du 6 mois, un Ça an, se deux comptait en ans, moi. Mhm. 2 ans, même en année, en fait. Même en année. Et en agilité, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une équipe, dès lors qu'il y a ne serait-ce qu'un membre qui change, il y a énormément de choses à reconstruire. Parce que l'équipe perd, dès lors qu'il y a l'ajout d'un membre ou le retrait d'un membre, il y a une perte forcément d'automatisme et il y a quelque chose qui doit se recréer, une communication qui doit se recréer, des Mhm. interactions qui doivent se Mhm. recréer, Mhm. une confiance collective qui doit se recréer. Donc tout ce qui était potentiellement acquis peut être chamboulé par le simple ajout, le retrait d'une personne. Et tout Mhm. l'enjeu justement des processus, c'est d'arriver à réduire, à mon sens, justement ce genre de difficultés. Et les canaux de communication doivent aussi aider à réduire ce genre de choses. Mais c'est évident qu'il y a quelque chose de toute façon à retravailler dès lors qu'on change un tout petit peu les habitudes de l'équipe. C'est d'une évidence même. Donc le testeur là-dedans, son rôle aussi, c'est de contribuer, d'être acteur, d'être proactif en fait sur ce genre de choses. Donc donc c'est comme ça que moi je le perçois. Ouais. Nico. Bon, on est tous contributeurs, en tout cas. De toute façon, on C'est travaille ça, tous dans le même objectif. exactement. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. On arrive sur la fin du podcast. Hmm. Est-ce que tu as une question pour moi? Est-ce que j'ai une question pour toi? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce podcast? La fameuse question. Alors, c'est parti en fait d'une envie de, alors, d'une part, démocratiser
les métiers du test, que plus de personnes entendent parler de ce métier qui est super, tu vois, que moi je trouve super. Et puis un peu changer l'image qu'on en a dans la tech, parce que par moments j'ai un peu l'impression qu'on est laissé pour compte, tu vois. Euh, qu'on 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 considère que les testeurs ils sont là comme ça sur le côté, et puis il y a tous les autres métiers de la tech dont on parle en fait. Et je me suis dit bah non, mais pourquoi ne pas faire en sorte de créer un moyen de communication supplémentaire, un média supplémentaire, où voilà, on va avoir des professionnels, on va parler d'un métier, d'un secteur qui se structure, parce que c'est vrai que c'est des métiers, même s'ils existent depuis un moment, bah, en fait, ils se structurent depuis récemment. Et puis en parler, donc faire ça d'un côté, et puis avoir une ressource supplémentaire pour les personnes qui démarrent dans le test, parce que tu n'as pas énormément de ressources en français quand tu démarres dans le test. Et puis donner l'occasion aux professionnels de partager en fait ce qu'ils ont accumulé comme expérience, et puis de pouvoir débattre justement de ce genre de sujet, parce que bah voilà, le test mérite tout ça, donc j'avais envie de le faire. Je suis Voilà. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais ouais, c'est ce partage-là qui est vraiment intéressant. Et c'est vrai que pour les personnes qui arrivent dans le métier, pour les vieux comme moi, on se rend peut-être moins compte de la Mm. difficulté que ça peut être. C'est vrai qu'on a nos habitudes, on sait où aller piocher, en fait, en termes d'information. Euh, mais c'est vrai que ça peut être peut-être plus difficile pour ceux qui rentrent dedans. Donc, en tout cas, bravo à toi d'avoir Merci. monté tout ça. Merci, c'est gentil. Bah, tu te noies un peu dans les infos. C'est vrai que, tu vois, autant tu as énormément d'infos pour la partie dev, parce que bon, c'est très à la mode, tu as plein de bootcamps partout, c'est vachement mis en avant par l'État pour des reconversions, justement, mais sur le test, enfin, quand j'en ai parlé à mes amis, ils me disent ah mais qu'est-ce que c'est le métier du test? Je ne connais pas. Et puis bah moi-même je ne connaissais pas avant d'arriver là-dedans, et je comprends parce que t'as zéro communication en fait sur nos métiers quoi. Mhm. Bah, clairement, pour ceux qui écoutent le podcast, si vous devez suivre des sujets à droite à gauche en plus du podcast, moi je dirais qu'il y a la Taverne du Testeur en site Bien web, sûr. le groupe Le Métier du Test sur LinkedIn, le Slack La Test Communauté, Mhm. et il y a vraiment deux conférences absolument à ne pas louper en France, c'est la JFTL et la Paris Test Conf. C'est vraiment les deux grandes conférences, je pense, qui permettent à la communauté de se retrouver et de partager sur des choses diverses et variées. Donc ISTQB, côté GFTL, on sera beaucoup plus sur du processus, beaucoup d'éditeurs qui viennent aussi présenter différents logiciels. Paris Testconf va être beaucoup plus sur du retour d'expérience, du partage de pratiques, que ce soit du côté développement, testing, ops, du coup. Mais vraiment, les deux conférences sont très complémentaires. Et c'est pas pour faire de la pub pour la Paris Testconf. Moi, j'aime bien les deux à titre personnel. Et le 10 octobre, je pense que pour le coup, allez voir le programme parce qu'on a vraiment essayé de faire en sorte d'avoir un peu de tout. Vraiment, il y a du Ops, il y a du Dev, il y a de la méthodo, il y a des pratiques avec de l'example mapping. On parlait tout à l'heure de la reconversion. On aura un retour d'expérience d'Audrey Moulin également sur comment elle s'est reconvertie dans le test et qu'aujourd'hui elle est lead QA en fait à la Redoute. Donc tout ça permet justement aux personnes plus jeunes qui rentrent dans le métier Mhm. peuvent éventuellement découvrir un peu plus ce qui se cache derrière. Donc n'hésitez pas, et si certains sont en reconversion, d'ailleurs n'hésitez pas parce qu'il y a des tarifs réduits en fait pour ceux qui sont au chômage ou en reconversion, donc n'hésitez pas à aller voir la billetterie. On essaie d'accompagner aussi les gens à profiter de la conférence à un prix abordable, donc ne pas hésiter quoi. Du coup. Je mettrai le lien dans les Bon, commentaires du podcast en tout cas. super. Bon, Benjamin, je vais pas te retenir plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup Merci à pour toi. cet épisode très sympathique, et puis pour ta dispo, puis voilà. Merci à toi et puis au plaisir de te croiser. Yes, ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée, bye bye. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.